Cette invitée, c'est Christine Dugouin-Clément. Madame, bonjour. Bonjour. Je précise aux téléspectateurs que vous êtes chercheuse en géopolitique et auteur chez VA Press, normalement on devrait le voir à l'écran, de ce livre « Influence et manipulation ». Alors, c'est sous-titré « Des conflits armés modernes aux guerres économiques ». Alors, je n'ai pas lu votre livre, hein. Très honnêtement, j'en ai pris connaissance hier soir seulement, et donc je l'ai parcouru en diagonale rapide, mais je ne peux pas dire que je l'ai lu. Alors, ce qui semble être le fil directeur de ce livre et de votre travail au quotidien, c'est donc la manipulation au sens le plus large du terme, qu'elle soit économique, par les réseaux sociaux, politiques ou autres. Par exemple, ce matin, l'information que nous avons développée assez longuement sur LCI, qui vient de blogueurs russes, qui sont d'anciens militaires de l'armée russe, qui ne sont pas opérationnels actuellement en Ukraine, et qui disent que l'armée ukrainienne a traversé le Dniepr et a commencé à enfoncer les lignes russes. Et donc, si c'est vrai, c'est une information militaire très importante, qui n'est pas confirmée par les Ukrainiens, ce qui peut sembler bizarre. Est-ce que vous imaginez que ça puisse être des trolls qui font de la désinformation par les réseaux, comme ça? Alors, les Russes sont forts pour ça. Oui, alors on ne prête qu'aux riches. Alors tout ce qui est les blogueurs militaires russes sont en règle générale très actifs. Il leur arrive de recevoir des consignes, notamment pour ne pas développer un point ou un autre. À titre d'exemple, certaines frappes qui avaient touché la Crimée et qui étaient l'objet de frappes de drones, il avait été demandé qu'elles soient qu'on communique très peu sur ce occulté, sujet-là. Autant que faire se peut. Donc on avait vu beaucoup d'actions et de communication sur des frappes qui avaient touché la Russie sur son territoire et qui d'ailleurs étaient intervenues dans la foulée. La Douma avait pris de manière assez rapide un texte autorisant ce qu'on appelle des entreprises unitaires spécialisées, qui ne sont ni plus ni moins que des genres de sociétés militaires privées, des corps d'armée qui seront au service des régions. Les régions devront les assumer et qui devront soutenir les efforts militaires, mais qui devront aussi s'occuper de tout ce qui est combat anti-drone. Ce qui veut dire que le pouvoir central se déchargerait sur les régions, et là on voit le côté un petit peu informationnel, des conséquences potentiellement néfastes d'attaques de drones d'origine ukrainienne. Donc vous avez, si vous voulez, de faire porter le poids, non pas au pouvoir central et donc au Kremlin, mais beaucoup plus à des régions. Donc on a ce genre de choses que l'on va voir. Le fait que les Ukrainiens communiquent assez peu, on a plusieurs raisons là-dessus, et depuis la contre-offensive qui avance moins vite que ce que certains annonçaient, et ce qui était pourtant mais c'était pourtant assez prévisible, de part, on pourra y revenir, mais il était assez prévisible qu'on n'aurait pas une avancée fulgurante avec une reprise en 2 semaines de 20-30% du territoire. Les nombreux experts militaires qui s'expriment là-dessus disent, mais attendez, évidemment, ils vont dans votre sens en disant c'est une contre-offensive, mais qui se joue sur le rythme du marathon. Vous voulez faire ça sur le 100 mètres, c'est pas possible. Il y en a pour des mois. C'est d'autant moins possible que les territoires qui ont été occupés par la Russie ont fait l'objet d'un renforcement. Donc vous avez une sédimentarisation des forces. Les forces russes, alors, qui ont fait l'objet de problèmes logistiques, organisationnels, stratégiques, ont néanmoins appris. Vous avez des lignes, ce qu'on appelle les dents de dragon, avec des systèmes de minage à 3 bandes qui sont assez forts et qui rendent les avancées beaucoup plus difficiles, beaucoup plus coûteuses, et qui rendent plus difficile ce que l'armée ukrainienne avait mis en place il y a 1 an, l'été dernier, c'est-à-dire des actions avec une grande mobilité. Là, c'est beaucoup plus difficile, puisque vous pouvez être bien moins mobile dans des zones qui sont minées, à titre d'exemple. Donc, si vous voulez, cette avancée fait qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus difficile, et que là où l'Ukraine tenait des territoires et où la Russie poussait pour les prendre, eh bien vous avez une inversion. Or, le ratio, quand vous allez attaquer une zone notamment urbaine, eh bien il va être en termes de pertes de 1 à 5, voire 1 à 8 selon les estimations qui sont faites. Donc on sait que c'est beaucoup plus difficile, et la Russie a pour le coup une certaine expérience de tenir des territoires avec une tradition pour le coup soviétique qui n'hésite pas à perdre énormément de ressources humaines. Donc, si vous voulez, il était logique que ça soit quelque chose de beaucoup plus long, de coûteux, et qui puisse peut-être ne pas répondre aux aspirations de certains. Pour en revenir Je reviens quand même à cette au question 1000 blogs. du Dniepr. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens, s'ils ont passé le Dniepr, ne s'en glorifient-ils pas? Parce que quand vous allez gagner du territoire, il faut ensuite arriver à le sauvegarder et à le tenir. Ouais. Faire une percée et ne pas forcément le tenir peut permettre de l'autre côté de dire, regardez, ils ont mis tous leurs efforts pour arriver à avoir une toute petite prise que nous avons pu repousser. Donc on a quand même, vous l'avez dit depuis cette contre-offensive,
des gains territoriaux ou des pertes territoriaux qui sont assez peu importantes, qui sont très coûteuses, que ce soit en matériel, en hommes ou en ressources financières. Et vous avez une communication qui est très contenu, qui essaye d'être extrêmement maîtrisé, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs, puisque la Russie, dans certains cas, on était habitué à ce qu'elle fasse grand bruit, a été assez discrète sur un ou deux points, où chacun des partis essaye de mesurer ce qu'il va faire pour éviter d'avoir un effet boomerang, et aussi pour des raisons stratégiques, d'éviter de donner des informations. Donc vous avez tous ces éléments-là, si vous voulez, qui jouent. Et puis, d'un côté... De l'autre côté ukrainien, eh bien, on l'a dit, il y avait des attentes très fortes côté occidental, notamment de la part des opinions publiques. Dire qu'on a gagné du territoire pour le reperdre juste après pourrait avoir un effet qui serait relativement néfaste. Donc vous avez tout ce jeu-là qui rentre en ligne de compte. Alors, l'un de vos prédécesseurs, ici en plateau la semaine dernière, un militaire, disait, écoutez, en matière d'information en temps de guerre, les armées mentent. De manière générale, ils ne disent pas la vérité. Mais sur 10 mensonges qui sont proférés là, dans le cadre de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie, il y en a 9 qui sont à mettre au compte des Russes et 1 au compte des Ukrainiens. C'est parce qu'il est pro-ukrainien qu'il a dit ça ou parce que c'est la vérité selon vous ? La Russie a quand même été prise les doigts dans le pot de confiture, si j'ose dire, à plus d'une reprise. Alors par exemple, il y a eu différents cas, alors qui ont d'ailleurs été des déclarations du ministère de la Défense russe, qui ont pu être reprises de manière assez rapide parce que on a une tradition de penser que effectivement des déclarations par un ministère vont être dignes de foi, et quelques mois après on s'aperçoit que finalement rien ne permet de valider les déclarations qui ont pu être faites quand on n'a pas des éléments qui contreviennent. Donc on a ça, et ce qui a été assez important, c'est que quand la Russie a pu faire des déclarations qui se sont avérées erronées, elle n'a jamais démenti elle-même, ou elle n'a jamais dit oui effectivement nous nous sommes trompés. Il y a plusieurs cas où vous pouvez vous tromper. Vous pouvez consciemment vous tromper, donc c'est-à-dire mentir, annoncer une information qui va être un contenu, une information qui va être fausse. Vous pouvez le faire parfois par erreur, parce que notamment dans un conflit, les lignes ne sont pas forcément extrêmement arrêtées, et puis ce que vous allez annoncer peut-être un petit peu rapidement, 2 heures après, va s'avérer faux, ou ce genre de choses. Vous pouvez avoir ces éléments-là, donc quelque part, et des faits d'erreur. Vous avez les 3 cas. Qui sont jusque-là éminemment classiques. En règle générale, quand l'Ukraine a fait des déclarations qui se sont avérées ne pas être justes, elle l'a reconnu. La Russie, à ma connaissance, pas. Donc on a ces éléments-là. Après qu'on communique peu, qu'on maîtrise sa communication, voire que l'on monte pour des raisons qui vont être différentes, vous allez pouvoir le faire à des fins de propagande, à des fins de déstabilisation de pays tiers, et là ça commence à devenir vraiment très gênant. Vous allez pouvoir le faire pour maintenir le moral de vos troupes, par exemple, et ne pas donner la totalité des éléments, ou simplement en cacher, par exemple le nombre de pertes. Vous n'allez pas être précis sur le nombre de pertes, mais vous allez le faire aussi à des fins stratégiques. Quand vous êtes dans un conflit, vous allez assez rarement aller donner les clés quelque part de votre arrière-cuisine, vos failles et vos faiblesses à vos adversaires. A contrario, vous pouvez faire de l'intoxication. On l'a vu dans tous les conflits. On pourrait remonter à des conflits comme les conflits mondiaux, notamment la Seconde Guerre mondiale, où on a eu énormément d'opérations d'intoxication. Les Britanniques étaient passés maîtres. Les opérations Black Box, notamment, qui ont été célèbres. On les lit aujourd'hui. Si vos auditeurs sont intéressés, ça se lit comme un roman. Comme un roman d'espionnage. C'est extraordinaire. Alors que ce sont des actions qui ont été réellement menées. Mais vous avez des choses comme ça bien avant, et on arrive même à trouver des traces dans l'Antiquité, d'éléments où on a fait de l'intoxication pour induire un mouvement, par exemple, de troupes ou un mouvement de population. Parce que si vous arrivez à demander à faire un mouvement de panique et à ce qu'une population aille se déplacer sur un axe logistique qui va être important pour une action militaire, vous allez endiguer l'action militaire. Donc vous pouvez avoir aussi ce genre de choses. C'est une des raisons aussi qui fait que... alors il y a aussi l'enjeu de la protection des populations. L'Ukraine avait fait passer des textes assez durs, notamment pour les journalistes, en demandant d'être extrêmement prudents quand ils annonçaient des bombardements au sein des villes, de ne pas montrer les photos quand, par exemple, vous le savez mieux que moi d'ailleurs, quand un bâtiment n'était pas complètement détruit, simplement pour éviter qu'il y ait des tirs secondaires pour arriver à complètement
vraiment détruire ce bâtiment. J'en profite d'ailleurs pour signaler que là, on a revu récemment des actions russes qui étaient bien connues en Syrie, où vous faites sciemment 2 frappes sur avant-hier. Voilà, précisément. Sur un immeuble civil du centre d'une grande ville de l'Est de l'Ukraine. Oui, vous avez, il y a eu 7 morts et des dizaines de blessés. Ils ont tiré 2 fois. On est à plus de 80 et vous le faites en règle générale entre 15 et 30 minutes suivant la première frappe, ce qui vous permet... Quand les sauveteurs sont là. Exactement, d'aller... et là, vous visez vraiment les populations, puisque c'est tout le système de secours à la population civile qui est touché. Alors, justement, sur cette frappe-là d'avant-hier, les Russes ont fait comme d'habitude, à chaque fois qu'ils ont tapé sur des objectifs civils en faisant des bilans terribles, ils disent « Non, nous avons visé un centre de commandement caché ». C'est-à-dire que les Ukrainiens avaient dans cet immeuble civil des militaires planqués qui... voilà. Donc c'est toujours la même rhétorique. Toujours le même communiqué en disant non, on n'a pas tapé les civils. En fait, ce sont des militaires. Alors on peut même aller plus loin. Moi, je vous renverrai à des textes et des déclarations russes qui datent maintenant de plus d'1 an, où ils expliquaient que les Ukrainiens, comme la société civile, et c'est vrai, est très active, elle est très mobilisée, elle soutient son armée, et bien que finalement... Même une vedette de la télévision là qu'on a vue ce matin, là, qui a créé une fondation pour acheter des drones, etc. Oui, mais c'est une société civile qui est en conflit, pas avec cette échelle, si vous voulez, mais depuis 2014, qui s'est structurée, qui s'est mobilisée, et qui a été très active maintenant. Depuis la Crimée. Et même le Donbass. Et même le Donbass, j'allais dire, même avant. Et si vous voulez... en expliquant que finalement la population ukrainienne était quasiment assimilable. Alors il y avait différents corps de métier, y compris tout ce qui est les corps de métier en charge de la maintenance électrique. Bah oui, parce que quand vous avez des structures électriques, voire routières, qui sont cassées, qui sont endommagées, et bien vous aviez des hommes qui réparaient de manière très rapide, et bien qu'ils étaient partie prenante du conflit. Ce qui vous permet d'expliquer que vous les assimilez donc à des militaires et que vous ne visez plus forcément des populations civiles. Ce qui, alors, c'est une dialectique. Encore une fois, mais qui vous permet de dire que finalement, vous n'avez plus réellement besoin de faire la ségrégation que l'on fait normalement entre combattants et non-combattants, ce qui relève du crime de guerre et du droit de la guerre. Donc on est dans ce principe-là, avec cette dialectique-là, en expliquant que vous êtes dans une action de guerre et que c'est un camouflage. Et à propos de mensonges généralisés, vous y faisiez référence il y a quelques minutes à propos du bilan. On a eu, je ne sais pas, hier ou ce matin encore, de sources ukrainiennes officielles, un nouveau bilan de plus de 200 000 morts parmi les soldats russes. On ne sait pas, c'est invérifiable, bien évidemment. Ça a un tant soit peu de sérieux, selon les infos que vous avez, ou est-ce que c'est à peu près 100 000 de chaque côté, ce qui semble être l'avis de tous les services de renseignement occidentaux bien informés? Alors, encore une fois, quand vous êtes sur des chiffres et quand vous allez les annoncer, vous avez toujours tendance à essayer de minimiser les vôtres, à accentuer ceux, mais des raisons qui sont que tout le monde comprend. Il est effectivement extrêmement difficile d'arriver à avoir des chiffres qui soient fiables. En règle générale, ce que vont faire les experts, c'est qu'ils font des extrapolations, le plus juste possible, sur ce que l'on connaît, par exemple, des ratios des blessés graves. On sait que dans un conflit de type artillerie, quand vous avez un certain nombre de blessés graves, en règle générale, ça veut dire que vous avez autant de décédés au conflit. Et il y a des règles établies dans l'art de la guerre. Il y a des ratios qui sont malheureusement le fruit de l'histoire, de l'expérience, qui sont tout simplement le fruit de l'expérience. Et en essayant d'arriver à avoir des chiffres sur les hôpitaux, notamment les hôpitaux militaires, il y en a quand on parle côté russe à Rostov-sur-le-Don. Il y a des travaux qui avaient été faits d'ailleurs, qui avaient permis de montrer qu'une grosse partie des hommes qui avaient été mobilisés dans cette première vague de mobilisation venaient des régions extrême orientales russes de par leur nom. Donc on arrivait à avoir des localisations. Mais voilà, vous êtes sur ce principe-là, il est évident qu'il y a assez peu de chiffres. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre finalement tout ce qui sont des informations secondaires, le nombre de primes qui sont déclarées, par exemple, pour les familles des blessés ou des morts. Vous allez essayer de recroiser avec des régions dont vous pensez que elles ont fait l'objet de mobilisations plus importantes et de regarder si vous avez des choses aussi
pragmatique et quelque part triste que l'augmentation des inhumations, des ventes de cercueils, de ce genre de choses, pour essayer d'avoir des ratios, et vous allez croiser tout un ensemble d'éléments. La seule chose, c'est que, encore une fois, vous êtes dans des estimations et que ce genre de chiffres, en règle générale, on ne les a que bien après, avec des chiffres plus sûrs, parce qu'une fois que les dossiers se sont rouverts et que les informations sont un petit peu plus froides. Dans certains cas, on arrive maintenant beaucoup plus que dans les conflits que l'on a pu connaître, alors même la guerre du Golfe et préalablement Première et Seconde Guerre mondiale, parce que vous avez énormément d'images. Vous avez des images satellites, vous avez énormément de gens qui vont filmer, donc on fait de l'open source intelligence, de l'OSINT, qui permet d'essayer de géolocaliser, de vérifier où on est, et à partir de là, d'essayer de regarder si les ratios que l'on avait par rapport à une frappe se vérifient, et si sur telle zone, on a plus ou moins de blessés, etc. Donc en fait, vous allez recouper énormément. À la NSA, au MI6, à la DGSE, il y a des gens qui font ce que vous décrivez 24/24 oui. Actuellement là. Bien évidemment. Ils regardent des images, ils comptent des trucs et voilà. Vous croisez énormément d'éléments pour essayer d'arriver à avoir les choses qui vont être le plus précises possible, dans la mesure où vous savez pertinemment que les déclarations peuvent être sujet à caution, bien évidemment. Donc c'est vraiment une triangulation de toutes les informations que vous allez avoir, et ça prend du temps. Ce qui pourrait arriver de pire aux Ukrainiens, ce serait l'élection de M. Trump l'année prochaine, puisqu'il a dit « Moi, je fais la paix avec Poutine en 24 heures et je ferme le robinet de l'aide et tout ça. » Bon. Donc il faut absolument qu'ils engrangent le maximum d'armes valable avant cette hypothèse. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc ils vont recevoir des Abrams à partir du mois d'octobre, des F-16 à partir du mois de décembre. Si les Américains les lâchent dans 1 an et des poussières, ils seront tout seuls. Ils vont devoir continuer tout seuls. Ils n'y arriveront pas. Ils seront obligés de faire la paix. C'est un des gros enjeux, c'est la dépendance ukrainienne à ses soutiens occidentaux, alors qu'elle soit économique ou qu'elle soit en termes de matériel militaire. Alors vous parlez des chars, mais c'est valable aussi pour tout ce qui va être munitions, obus, etc. Puisque vous êtes dans une guerre d'artillerie, dans une guerre extrêmement coûteuse, ouais. En termes de matériel qui est utilisé, exploité et détruit. On pourrait parler des drones aussi, du temps d'espérance de vie d'un drone. Donc tout ça, évidemment, est extrêmement important. Ça a été un des gros enjeux de se dire comment pouvoir maintenir l'effort de guerre en sachant que le complexe militaro-industriel ukrainien, donc en gros toutes les usines qui sont en charge de fabriquer, alors que ça soit du matériel lourd ou que ce soit des armes de poing, a été touché de plein fouet par le conflit. Et d'ailleurs, l'Ukraine était l'un des gros fournisseurs de matériel à l'Union soviétique. Les grosses usines d'armement étaient là, à Kharkov, etc., entre autres. Oui, alors il y en avait dans la période soviétique, mais même plus tardivement, vous aviez notamment des constructions de moteurs d'hélicoptères, ce qu'on appelle, et des parties de moteurs dites parties chaudes, qui avaient été assez problématiques d'ailleurs au début du conflit. Alors là, je remonte en 2014, parce que comment est-ce que vous arriviez à maintenir votre flotte d'hélicoptères russes quand vous aviez une partie du matériel qui venait d'Ukraine? Alors on avait vu des montages complets, il y avait eu des montages assez intéressants pour récupérer du matériel en contournant, en utilisant des pays tampons, etc., le temps de remettre en place un système industriel, par exemple, de fabrication pour ces moteurs-là. Donc c'est des choses que l'on avait pu voir. Ce qui est sûr, c'est que la Russie a pris des oukases il y a de tête, c'était en avril de l'année dernière, qui ne parlent pas d'économie de guerre, mais quand vous lisez le texte, vous êtes dans un principe d'économie de guerre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer au-delà des marchés publics dans certains cas, c'est-à-dire que vous allez pouvoir rappeler les gens sur leur congé, passer sur du 8-8, que vous allez pouvoir récupérer du matériel privé si l'État en a le besoin, et que vous avez des entreprises à qui on a demandé de se réaxer et de se retourner de manière assez forte. Alors il y a Uralvagonzavod par exemple, Omstrasmash, qui est d'ailleurs fait ce que l'on appelle du refit de chars russes, notamment de T-80. Donc le refit, c'est simplement de la remise en condition et de l'amélioration de matériel ancien. Pour le déployer sur le champ de bataille. Donc là, il y a eu notamment deux convois qui sont partis
de 2 fois 30 chars. Alors tout le monde s'est dit, oh mon Dieu, ils arrivent finalement, enfin de 2 fois 40, quasiment en quelques mois à fournir ce que l'Ukraine a mis des années, enfin 2 ans quasiment, à recevoir. Oui, mais attention, c'était des vieux blindés remis au goût du jour. Et ce sont des résultats qu'il faut, si vraiment on se dit, voilà, c'est ce que l'Ukraine en termes de chars a reçu en 2 ans, oui, mais quelle était la production russe sur la même période? Donc il faut faire aussi attention à l'échelle de temps que vous prenez et à où est-ce que vous commencez et où est-ce que vous arrêtez la comparaison. Et à la capacité de maintenir. Mais ça, effectivement, c'est un véritable enjeu. Ça l'a toujours été. La capacité que les Ukrainiens auront de maintenir le soutien de leurs alliés, que ce soit d'un point de vue économique, politique ou matériel, puisque ils sont dépendants des livraisons d'armes. Écoutez, je vous ai laissé filer sur toutes ces questions parce que ça m'a beaucoup intéressé. Ça m'ennuie parce que j'avais encore une question à vous poser, mais j'ai pas le temps. Sur la garde prétorienne de M. Poutine, il a signé un décret là, le 4 août disant qu'il allait augmenter fortement ces hommes de la garde présidentielle. Et je voulais savoir, mais vous reviendrez pour me le dire, je voulais savoir si il craignait une possibilité de putsch, quoi, finalement, comme en 91 au mois d'août, quand Gorbatchev s'est retrouvé enchaîné au radiateur en vacances là-bas en Crimée. Merci beaucoup en tout cas d'être venu à LCI ce matin. Christine Dugoin-Clément, on peut revoir peut-être la couverture du livre qui est sorti chez VA Presse, Influence et manipulation des conflits armés modernes aux guerres économiques. Je vous souhaite une très bonne journée, madame. Merci. Moi, je serai là demain, puisqu'il est 8h51, je m'en vais. Je serai là demain, juste avant 6h. Le 9-12 aujourd'hui sur LCI, le temps de l'info, ce sera avec Florence O'Kelly. Et tout de suite, Guillaume Woznica pour la météo de ce mercredi 9 août. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous, à demain.